Bonjour tout le monde, donc voilà une petite vidéo sur le taoïsme pour partager mes connaissances. Je trouve que il y a plein de gens super sur internet qui partagent bénévolement, hein, parce que je pense que c'est ça quand même la première motivation, leurs connaissances dans quelques domaines, que ce soit le dessin, la psychologie positive ou le jardin, peu importe. Donc voilà, moi je m'intéresse au taoïsme depuis, et à la culture chinoise en général depuis un certain moment. Et j'aimerais partager en fait aussi ce que j'en retire. Peut-être que ça éclairera des gens qui sont au début de leur parcours dans ce domaine-là. Donc je vais vous parler essentiellement de ma façon de pratiquer, qui n'engage que moi. Et voilà, il existe autant de façons de pratiquer que de personnes à mon avis, puisque chacun se fera une idée de la façon dont il a envie d'accéder à son but au travers de la méthode qu'est le taoïsme. Donc évidemment, encore une fois, ça n'engage que moi et c'est pas forcément la vérité, c'est juste les résultats de ma pratique personnelle, c'est tout. Donc en gros, si vous voulez, les trois trésors du corps humain selon Lao Tzu, c'est le Ting Qi Shen. Ting, l'essence, Qi, l'esprit, l'énergie, et Shen, l'esprit. Donc la phrase qui est en fait avant Lao Tzu, c'est Tian Yo San Bao. Donc dans le ciel il y a trois trésors, Zhe Yue Xin, donc le soleil, la lune et les étoiles. Di Yo San Bao, sur terre il y a trois trésors, Feng, Huo, Shui, donc l'eau, le vent et le feu. Zhen Yo San Bao, Ting Qi Shen, l'être humain a trois trésors, le Ting, l'essence, le Qi, l'énergie, et le Shen, l'esprit. Donc, dans cette approche taoïste, en fait, on considère que le Ting Qi Shen, première chose, explication sur le Ting. Ting en chinois, c'est donc la clé du riz avec le Qing à côté. Donc clé du riz qui veut dire que la chose est matérielle en fait, que c'est quelque chose de concret, comme le riz, comme un objet en fait, comme quelque chose de concret. Donc ici, dans son acception de la médecine chinoise, en fait, on va dire que le Ting, c'est tous les liquides organiques qui composent le corps. Donc sang, larmes, liquides qui viennent des parties génitales, etc. Dans son acception plus large, et comme je la rencontre souvent dans des textes taoïstes, en fait, le Ting, ça va être le corps matériel, en fait, physique. Donc ça va être le premier niveau. Le Qi, ça va être le second niveau. En fait, le Qi est déjà, si le corps est yin, il sera yin en fait parce que l'énergie qu'il compose est arrêtée, n'est pas en mouvement en fait. Comme elle n'est pas en mouvement, en fait, elle se solidifie, elle est statique, elle est palpable. Donc le Ting, en fait, c'est quelque chose de palpable, c'est ce qu'il va y avoir de plus yin et qui est aussi bien accroché à la terre, qui elle-même est yin. Le corps est sur terre, il ne vole pas à 2 mètres du sol, à part pour certaines personnes évidemment. Donc on demande quand même à les voir, à ceux qui font du trampoline par exemple. Donc en fait le corps est bien yin. On va voir ensuite la seconde partie qui est intermédiaire et qui est assez intéressante et qui est un concept évidemment fondateur de la tradition chinoise, mais qui était peu présent en fait dans la culture occidentale à ma connaissance, au moins jusqu'à l'arrivée de l'acupuncture et des premières méthodes de yoga, etc., années 50, 60, 70. C'est le concept d'énergie. Donc l'énergie, en fait, il meut tout ce qui est dans le corps, les organes. Pourquoi le cœur bat pour les Chinois, c'est à cause de l'énergie, c'est pas à cause de l'échange de plus-moins des cellules, en fait, comme l'explication de la médecine occidentale. Non, c'est à cause de l'énergie. Donc voilà, il y a un concept différent qui est celui d'énergie et qui, lui, va vraiment beaucoup nous aider dans la pratique et qui va être un point de focus, en fait, dans la pratique. En fait, ça va être assez important. Le concept d'énergie va être très très important dans la pratique, voire vital en fait. Voire c'est l'axe principal en fait de la pratique.
Donc, l'énergie, elle se situe pile poil entre yin et yang, en fait. Elle est mi-yin, mi-yang. Mi-yin, parce que si je mets mes mains comme ça, en forme de balle, comme si je tenais une balle entre mes mains, et surtout si je pratique depuis longtemps, au bout d'un moment, en fait, je vais avoir l'impression que j'ai effectivement une balle d'énergie dans mes mains, en fait. Donc, cette balle, en fait, je la ressens. Par contre, je ne la vois pas. Elle n'est pas palpable matériellement. Par contre, je la ressens. Donc, elle est quand même, elle a une partie yin puisque je la ressens. Elle n'est pas totalement évanescente, mais je la vois pas. Donc, elle a déjà une partie yang qui elle est évanescente. Et enfin, on arrive au shen, l'esprit. Donc là, c'est la partie la plus évanescente. C'est ce qui contrôle nos journées, en fait, notre façon de vivre, etc., nos humeurs, etc. Mais c'est ce qui est le plus impalpable. Donc là, c'est complètement yang, en fait. L'esprit n'est pas palpable physiquement, n'a pas d'odeur, on ne le voit pas, on ne le touche pas. Donc voilà. Donc dans ces trois niveaux, on va du plus yin au plus yang. On dit souvent que, en fait, dans le taoïsme, par exemple, Lu Dongbing, un des immortels taoïstes, on dit qu'il s'entraînait à avoir Chun Yang Zhi, c'est-à-dire un corps de yang pur. Sachant que la mort est yin, si on avait un corps de yang pur, en fait, la mort n'aurait pas de prise sur nous. Donc c'est un peu le but du taoïsme religieux, taoïsme ultime. Le but ultime du taoïsme religieux, c'est d'avoir un corps de pur yang. Et ce corps de pur yang est en fait immortel puisque la mort n'a pas de prise sur lui. Mais restons sur Terre, parce que ça, à mon avis, ce sont des objectifs qui sont posés très très loin, et assez loin, en tout cas, de ma vie de pratiquant. Donc voilà, on est dans le Ting Tsi Shen. Ce sont trois étapes. Il ne faut pas voir en fait le Ting comme le niveau le plus inférieur et le Shen comme le niveau le plus supérieur. C'est-à-dire se dire seules les pratiques spirituelles amènent à la réalisation. Les pratiques physiques en fait sont pas si importantes que ça. Dans la façon dont je comprends le taoïsme, en fait, c'est non. Le Ting, le Tsi et le Shen vont être sur une même échelle en fait. Ils vont pas être cités comme Ting, Tsi, Shen et aller vers le plus raffiné. En fait, les trois sont le plus importants. Les trois sont aussi importants l'un que l'autre. C'est-à-dire que quand on va pratiquer, en fait, si on va avoir une pratique stable, à mon sens, on va passer un tiers de son temps sur le Ting, le corps, un tiers de son temps sur l'énergie, le Tsi, et un tiers de son temps sur le Shen, l'esprit. Ça serait une pratique authentique, une pratique stable, à mon avis, sur le long terme. Donc il faut les voir de façon stable. Le Ting, en fait, ça va être, pour expliquer simplement, ça va être tout ce qui est physique, donc Qigong en mouvement, Tai Chi, arts martiaux, sport. Je mettrais même à la limite l'hygiène de vie. Donc tout ce qu'on sait de la médecine occidentale qui nous dit manger des fruits, dormez bien, etc., etc. Tout ça, je le mettrais dans le Ting en fait. On s'occupe de la machine corps en fait. On s'occupe de la machine corps, sachant que dans le concept de la médecine chinoise, on va en plus préparer les méridiens en fait. Comme par exemple tous les qigong qu'on appelle les patinlé, c'est-à-dire tirer les tendons. Donc tous ces qigong, par exemple d'étirement, où on ne demande pas de ressentir le chi forcément, mais on demande plus de tirer le corps, comme par exemple le padoanting, les 8 pièces de brocart, ou Qingxi, le jeu des 5 animaux, le Yi Ting Ting de Shaolin, etc., etc., avec des mouvements très qui poussent. Là, on va préparer les méridiens. On prépare le corps aussi. On prépare le corps à l'énergie, en fait. Il y avait une parabole qui disait qu'en fait, ces méridiens, en fait, quand on prépare le corps, comme ça, on est en train de bitumer une route. Mais c'est pas la voiture, mais c'est la route, en fait. La route va être bitumée, donc elle va être fluide. Et si après, l'énergie, la voiture, elle vient, elle va rouler très vite sur ces méridiens. Donc c'est une façon de préparer le corps. Donc là, on va mettre tout ce qui est mouvement physique, donc les arts martiaux, les sports en général. Dans le Tsi, ça va être Yang Qi. Donc là, ça va être nourrir l'énergie. Nourrir l'énergie, en fait, là, ça va être important
en fait, il faut que le corps ait un maximum d'énergie, en fait. Cette énergie, c'est le carburant de tout, en fait. Vous avez vu que le Qi et le Shen, le Qi se trouve au milieu. La Chine, on l'appelle l'Empire du Milieu, parce que c'était entre les deux fleuves, mais c'est aussi par rapport à sa philosophie, ou alors l'appellation a créé la philosophie chinoise. Mais en tout cas, il est vrai que ce qui est au milieu, comme dans les jeux de stratégie, etc., ce qui est au milieu est extrêmement important. Et là, en l'occurrence, c'est le Qi qui est au milieu. Dans cette appellation de Qin, Qi, Shen, le Qi se trouve au milieu. Donc le Qi va avoir une importance vitale, et c'est justifié. C'est justifié parce qu'en fait, le Qi, si par exemple on travaille sur le Qi, donc là on va avoir des Qigong qui travaillent eux sur le Qi pur, comme par exemple bouger une balle d'énergie. J'expliquerai dans une autre vidéo en fait des exercices pour chacun des trois éléments. Donc là, on va travailler sur le Qi, c'est-à-dire sur une ressentie de l'énergie, en fait. Juste simplement pour amener notre conscience dessus et pour augmenter cette énergie, en fait. Tout simplement pour l'augmenter le plus possible. Pourquoi? Parce que cette énergie, le Qi, a une sagesse inhérente. Et c'est-à-dire qu'en fait, le Qi sait quoi faire. Si on augmente notre niveau de Qi, si par exemple on a une douleur quelque part ou un vieux problème au rein ou par exemple une insuffisance cardiaque ou je sais pas, un problème de santé, on augmente notre Qi avec des exercices de Qigong ou avec de la méditation. Le Qi accumulé va naturellement par sa sagesse aller remplir et réparer l'endroit en fait. Si ça serait son premier niveau d'utilité. Mais en même temps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nourrir l'esprit. Le Qi est le carburant de l'esprit. Donc l'esprit a un substrat physique, en fait. On pense que l'esprit est éthéré. Non, il a ce substrat physique. On voit par exemple des gens qui sont très forts physiquement, naturellement, qui sont nés comme ça, qui ont beaucoup d'énergie, etc. Souvent arrivent à imposer leurs idées, arrivent à gérer leur vie comme ils veulent, etc. C'est-à-dire que l'esprit, lui, a quand même la force qui lui a été donnée par un corps sain. Donc c'est pour ça que le taoïsme traditionnel va commencer par l'entraînement du corps d'abord. Donc ici le Qi en fait est vraiment une notion très importante, sachant qu'elle est au milieu et qu'elle va pouvoir déborder en fait sur les deux autres que sont le corps et l'esprit. Et enfin on va travailler sur le Shen, donc l'esprit, avec beaucoup de techniques particulières. Lecture de textes, rituels chinois. J'essaierai de faire des vidéos là-dessus aussi pour expliquer, même aux non-sinisants, c'est important de savoir comment pratiquer en chinois en fait. Comment utiliser la langue chinoise, parce que ça vient de là-bas, comment utiliser la langue chinoise pour des pratiques, pour influencer son esprit, un peu comme on fait avec de la PNL. La PNL. C'est exactement la même chose en fait. C'est exactement la même chose. C'est utiliser en fait des images d'immortels ou des images de je vois mes organes en pleine santé, etc. pour arriver à ce but-là. J'avais un professeur à Wudangshan qui a cette année 91 ans, Pilar Rocheux, qui utilise énormément cette méthode. C'est aussi quelque chose que j'expliquerai dans les vidéos suivantes. C'est une façon de procéder en fait yin et yang en fait de récitation et de ressenti, en espérant que ça influence tous les domaines de notre vie et la santé. Donc voilà, donc on se trouve avec le Qin, Qi, Shen. Donc le Qin, ça va être tout ce qui est en mouvement, tout ce qui va être fait pour renforcer le corps. Le Qi, ça va être sur l'énergie ou la méditation. Et le Shen, ça va plutôt être de la réflexion, de l'auto-analyse, des prises de décision, des récitations de textes par cœur, etc. Rapidement, je propose aussi d'expliquer pourquoi il faut garder un équilibre entre ces trois pratiques. On peut avoir beaucoup d'exemples en fait. Si par exemple on montre un geste à quelqu'un, un geste de tai chi, on lui montre et on lui demande de le faire et il arrive à le faire, il n'y a aucun souci. Il a donc, on lui demande de pratiquer par exemple
je sais pas, par exemple les 8 pièces de brocard, justement une série d'exercices d'étirement, il le fait, il n'y a aucun souci, il est d'accord avec ça. On lui demande de s'asseoir, de rester calme 5 minutes, il n'y a aucun souci, il le fait. Par contre, dès qu'on commence à parler philosophie ou qu'on commence à parler de la nature de l'esprit ou des textes, etc., là, il y a un refus. Ça ne l'intéresse pas. Il préfère travailler sur le corps, travailler sur la méditation, mais il ne veut pas de direction. Il ne veut pas qu'on lui donne de direction, qu'on lui impose de direction, comme le ferait une religion, comme l'ont fait certains professeurs à l'école, en disant il faut que tu penses comme ci, il faut que tu penses comme ça, etc. Ça, non, refus total. Cette personne, en fait, à mon sens, va refuser l'outil esprit. C'est-à-dire il va bien vouloir travailler son corps, il va bien vouloir travailler son énergie, mais il va refuser l'outil esprit. Et ça serait comme marcher sur un pied. Ou vivre avec un bras dans le dos. On va se priver d'un élément qui, à la base, est le nôtre, et il n'y a aucune raison de s'en passer. Absolument aucune raison de s'en passer. On peut l'utiliser pour aller plus loin, il n'y a aucun souci. Donc, sa pratique, basée sur le rejet ou sur le refus ou sur le manque d'utilisation d'une de nos composantes, ne va pas être stable, en fait, sur le long terme. À l'opposé, on pourrait trouver quelqu'un qui accepte de faire les exercices physiques, qui veut bien réfléchir sur les textes, mais qui par contre ne peut pas se poser 5 minutes. Faire 5 minutes, rester 5 minutes en méditation sans rien faire, sans penser à rien, ça il ne peut pas. Là, en fait, on a un système nerveux qui est trop sollicité en permanence et la personne ne peut pas se calmer. Or, la notion de calme, qu'elle soit physique, intérieure ou intérieure, elle est extrêmement importante. Dans toute la voie, elle est extrêmement importante. On essaye d'arriver, c'est dit dans le Traishan Lao Jun Shuo Chang Xin Ting Ting, donc dans le Xin Ting Ting, le classique de la pureté, comment c'est dit, de la pureté et du calme. Justement, je viens d'avoir, c'est pas une pub copinage du tout, mais c'est juste parce que on vient de m'offrir le livre. Donc il y a une traduction en français du Xin Ting Ting par Kewen et Sophie Faure, très bien faite. Donc ce texte classique, le Xin Ting Ting de 400 caractères, c'est un texte extrêmement important. Et justement, il dit en fait que Shang Shi Wu Zeng, Xia Shi Hao Zeng, c'est-à-dire l'être supérieur est sans combat intérieur, et l'être inférieur est toujours en combat. Alors, ça, c'est des choses en fait, ça dépend un peu de la pratique, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui naturellement déjà sont confiants en eux, vivent très bien et ne se posent pas vraiment de questions. C'est ce qui est considéré ici, d'une certaine façon, à mon sens, comme un être supérieur. Alors ça ne va peut-être pas l'emmener très loin, mais au moins il est sans combat intérieur. Il se sent bien à sa place où il est. Et au contraire, on peut avoir en apparence quelqu'un qui prophétie la bonne parole, mais qui en fait est en combat intérieur permanent. Donc ça ne dépend pas des apparences. Et c'est plutôt un travail de tous les jours pour certains et c'est quelque chose de plutôt acquis pour d'autres. Mais la pratique aide quand même de toute façon. Le posturage, enfin ça ne se dit pas, mais la façon d'avoir une posture de son corps, l'énergie qu'on peut développer, accumuler, avoir de plus en plus d'énergie par des habitudes de vie saines, vont faire qu'on est moins en conflit intérieur, plus toutes les autres pratiques. Donc voilà. Donc on a ces trois pratiques. Donc si la personne refuse le calme, ça ne va pas être une pratique de santé sur le long terme. C'est difficile. Ou de progression spirituelle sur le long terme. Ça va être difficile. Enfin, on peut avoir l'exemple de quelqu'un qui peut se poser, qui peut réfléchir sur les enseignements, par contre qui ne bouge pas physiquement, qui refuse totalement l'outil corps. En général, ce sont des personnes qui ont de l'embonpoint, qui peuvent avoir beaucoup de joie de vivre, etc. Mais elles refusent l'outil corps. Malheureusement, point de vue santé, ça tous les médecins le diront, si on ne bouge pas, si on ne fait pas attention à son corps, etc., si on ne fait pas circuler le sang, on verra aussi que dans l'enseignement taoïste, souvent il dit que les émotions sont liées à l'énergie et que si l'énergie bouge, simplement en faisant un petit qigong, certaines émotions sont débloquées de toute façon. Et ça, la répercussion sur la santé, c'est absolument évident. Donc, si des gens refusent l'outil corps, j'ai vu par exemple un maître taoïste ici en Chine
très connu dans le domaine du taoïsme, qui proférait des enseignements à chaque fois qu'il parlait, tout le monde l'écoutait, c'était superbe. C'était vraiment très intéressant. Il avait une capacité à convaincre son audience absolument incroyable. D'ailleurs, il y avait beaucoup de patrons chinois qui satellisaient autour de lui et qui donnaient beaucoup d'argent. Donc il avait une vie avec, en fait, il avait tout ce qu'il voulait. Et cette personne est morte à 52 ans d'un cancer généralisé. Donc en fait, un rejet total du corps, parce que je l'ai suivi pendant plusieurs mois, donc j'ai vu comment il vivait. Beaucoup d'amusement, hein, beaucoup de repas, alcool, jeux de cartes, etc. Mais une connaissance du taoïsme, ça, il n'y avait rien à dire. Par contre, voilà, le refus de l'outil corps, et à mon avis, c'est ce qui a péché pour lui. Alors c'est peut-être pas ça, hein, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'une pratique équilibrée dans ces trois domaines-là peut aider beaucoup quand même. Donc enfin, l'être humain, lui, il est situé en fait, il est un peu dans une situation idéale entre cette terre qui est yin, le ciel qui est yang. Lui, il est composé à 50-50. 50% de yang, 50% de yin. Donc on est dans une situation parfaite, d'harmonie en fait. Donc déjà, on devrait être très content de ça. Le fait qu'on soit entre ciel et terre, mais qu'on se meut entre ciel et terre, dans cette trilogie qui est extrêmement importante pour les Chinois, Tian Di Ren, donc le ciel, la terre et l'homme, entre les deux. Nous, c'est cette place qu'on doit occuper, et qu'on doit occuper avec fierté, et on doit se sentir bien en fait. On doit se sentir bien dans cet équilibre. Mais notre travail, ça va être aussi de garder cet équilibre entre la matière et le spirituel. C'est-à-dire que des personnes parfois sont très intelligentes, etc., mais sont emmenées par leur capacité intellectuelle et en fait vont pas avoir une vie très agréable parce qu'eux vont avoir tendance à négliger le physique, en fait, même la vie de tous les jours, de faire la vaisselle, de faire un peu de sport, d'être bien dans sa vie, dans sa peau, etc. Et il va se créer un déséquilibre. Ils auront peut-être un achievement, ils vont peut-être avoir des accomplissements dans le domaine intellectuel, ou etc., mais pas forcément avec de la joie, ou pas forcément avec une joie comme l'entend le taoïsme, qui est plutôt une joie d'équilibre en fait, qui est plutôt une joie d'équilibre entre les forces qui nous composent, et pas forcément celle de briller dans un domaine ou dans un autre. Ça enlève un petit peu de pression aussi pour les gens qui ont été élevés dans le sens, toi tu réussiras, toi tu feras quelque chose, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie, il faut que tu t'en sors dans la société, il faut que tu sois brillant en quelque chose. C'est pas forcément un concept taoïste, bien au contraire. Si ça arrive naturellement, avec plaisir, avec joie de vivre, c'est parfait, parce qu'on aide plein de monde, etc. Mais si c'est une recherche qui crée des déséquilibres et qui emmène vers une source de non-joie, c'est pas la voie. La voie est d'être quelqu'un, ou n'importe qui, ou personne, mais heureux. Et si on est quelqu'un de très connu, etc., qu'on est heureux, c'est aussi bien que quelqu'un qui n'est pas connu, qui est heureux. En fait, c'est la même chose. En fait, c'est une question d'équilibre. Donc là-dessus, ça enlève quand même vraiment beaucoup de pression parce que souvent on se dit ouais, mais j'arrive pas à faire ça ou j'arrive pas à être assez heureux, etc. Et en fait, souvent dans ces cas-là, les taoïstes, c'est eh ben, repose-toi, mets-toi sur ton lit, détends-toi, laisse passer, tu vas voir, réfléchis, etc. Souvent ces états-là sont dus à la fatigue, à trop de pression, euh, que ça pousse vers le corps ou que ça pousse vers l'esprit. On a envie de se développer ou d'être seulement bien habillé ou dans l'apparence, etc. Et négliger le spirituel, ça peut arriver aussi. Bah, tout ça, en fait, c'est pas des états équilibrés. En fait. Donc souvent, on va faire, ou si au contraire on est trop feignant, justement, qu'on reste sur son lit en permanence, on va faire des exercices, etc. Donc en fait, on va essayer de trouver un équilibre. Toujours dans cette question d'équilibre entre ce qui est Qigong en mouvement, le calme et le travail sur l'esprit, en fait, on peut s'apercevoir de la même façon qu'on ne peut pas vraiment faire qu'une chose. C'est-à-dire que si on fait que du physique, souvent, on va être dans la réactivité physique, en fait, aux situations. Par exemple, je pense aux arts martiaux. Si on fait beaucoup d'arts martiaux, on réfléchit d'abord avec son corps, d'abord à réagir à une situation, plutôt qu'autrement. Ça peut provoquer, en fait, soit des gens un peu tendus,
soit des gens un peu qui sont en manque intérieur, de ce que j'en ai vu, hein. Attention, ça engage que moi. Euh, Si on n'est que dans la méditation, qu'on fait aucune autre pratique, me semble que par moment, on est un peu en décalage avec la vitesse de la société et les réalités. Donc, c'est-à-dire que par exemple, en méditation, on est très bien, le monde est très beau, etc. Et on sort dehors et il y a un mec qui nous crache dessus. Là, on va pas forcément avoir les moyens de réagir. C'est une situation violente, c'est une situation qui peut arriver, c'est une situation, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Donc, c'est des choses qui n'arrivent pas en méditation, c'est clair. Il est très, très peu fréquent que votre voix de méditation vous crache dessus en pleine méditation. Non, ça n'arrive pas. Et ça arrive encore moins quand on médite tout seul dans sa chambre ou dans un temple ou quoi que ce soit. Donc, il me semble que parfois on n'est pas tout à fait adapté, on n'a pas tous les moyens pour répondre aux besoins de la vie de tous les jours, le travail, je sais pas, une engueulade avec sa copine, ou au contraire l'envie de faire la fête et de sortir et d'aller faire un voyage ensemble. Il faut quand même vraiment beaucoup d'énergie. Et attention, je dis pas que la méditation n'est pas une bonne pratique, je dis qu'isoler, euh, elle est pas complète en fait. Elle n'est pas complète, comme l'est pas le physique et comme l'est pas le spirituel non plus. Le problème du spirituel, c'est-à-dire récitation, par exemple, comme on le voit beaucoup dans certaines religions avec des mantras en permanence et en permanence, sans calme, sans autre technique en fait, et notamment pas de technique du corps, dans ces mouvements-là, c'est ça qui manque un petit peu. Là, en fait, on va dire en chinois Dzoshen, c'est-à-dire qu'il est facile d'être entraîné par l'esprit, en fait. Et trouver sa zone de confort dans ses récitations et de ne pas pouvoir s'arrêter. Ça m'est arrivé de parler avec des gens qui étaient dans ce genre de pratique, et pendant que je leur parlais, ils étaient avec un mala et ils récitaient. Je voyais la bouche qui continuait à parler, enfin à psalmodier, alors qu'on était dans une conversation à deux. Pour moi, c'est un manque de respect. Je comprends qu'il a envie de rester concentré sur sa pratique, mais soit une preuve de peur, c'est-à-dire qu'il a peur d'être là à ce moment-là, pas peur de moi, hein, mais il n'a pas l'habitude d'être présent et détendu et c'est tout. Il a besoin de cette béquille. Mais en tout cas, il faut pouvoir être présent et totalement abandonner toutes ces pratiques à un moment donné et être juste là. C'est à ça que ça sert. Euh, on dit aussi que, par exemple, c'est pratiquer tout le temps, c'est comme quelqu'un qui ferait que planter des légumes, et quand les légumes sortent, eh ben, il va en planter d'autres, et puis ceux-là sortent, il va en planter d'autres, et ceux-là sont déjà pourris parce qu'il s'en est pas occupé, il les a pas ramassés. Donc en fait, il plante sans récolter. Si on fait ça, c'est pour un bien-être. Si on fait ça, c'est pour être, à un moment donné, l'être idéal qu'on a envie d'être, c'est-à-dire quelqu'un de posé, détendu, en bonne santé, qui peut rire avec ses amis, etc. Et faire ce qu'il a envie de faire. Dans la façon dont je comprends le taoïsme, en fait, il n'est pas dit vous n'avez pas le droit de boire un coup avec vos amis, vous n'avez pas le droit d'avoir envie de l'argent, d'avoir de l'argent dû à votre travail. Voilà, vous travaillez beaucoup, vous avez envie d'avoir des résultats. Il n'y a rien qui est dit en fait par rapport à tout ça. Tout ça, c'est laissé à la sagesse intérieure. À la sagesse intérieure, ce qui est dit, c'est des grandes lignes d'équilibre. Et si on arrive à trouver son équilibre dans une voie comme dans une autre, pour l'instant, jusqu'à présent, moi, j'ai pas vu d'interdit dans cette philosophie-là. Et pourtant, je m'autorise tout. Je m'autorise tout à partir du moment où ça va pas déséquilibrer en fait cet équilibre intérieur. Et si ça le fait par des excès, je m'en rends compte. Ma pratique est là pour me montrer que là, il y a eu excès et me remettre sur la voie intérieure en fait, tout simplement. Continuer comme ça. Donc voilà, en fait, une vue à peu près de l'ensemble de la pratique. Et puis, dans les vidéos qui vont suivre, en fait, j'expliquerai en détail des pratiques simples qui peuvent être connues pour beaucoup de pratiquants et peut-être pas connues par des gens qui commencent ou qui entendent parler de ça pour la première fois. Mais en tout cas, j'espère que ça les aidera, comme moi, ça m'a aidé à trouver une certaine joie intérieure, même s'il reste beaucoup de problèmes, etc. Et voilà. Enfin, c'est un outil, en tout cas, dans lequel j'ai vraiment confiance. Au même titre que d'autres outils, hein, la psychologie occidentale, la philosophie, la PNL, tout ce qu'on a dit, tous ces outils-là, maintenant tout ce qui est motivation sur Internet,
changement, etc. Tout du développement personnel. Ça fait partie du développement personnel aussi. Ça peut peut-être aller plus loin dans le sens où il y a toujours une partie de mystère en fait qui reste dans cette pratique-là. On ne sait pas jusqu'où on va aller et jusqu'où on peut aller. Et c'est ce qui est un peu ce qui nous est transmis aussi du passé aussi dans les textes, c'est qu'on voit des choses qui sont absolument incroyables et ça met la barre très loin. Donc c'est assez excitant en fait de s'engager dans cette voie-là parce que c'est sans fin. Donc comme le disait Deng Mingtao, l'auteur taoïste américain, dans son livre 365 jours, 365 méditations taoïstes, il disait dans le Tao, il n'y a que deux étapes. La première, c'est de commencer et la deuxième, c'est de continuer. Donc effectivement, en fait, ça se passe un peu comme ça. C'est-à-dire que quand on commence à faire des exercices, on voit les bienfaits, souvent assez rapidement au début, parce que c'est entre une feuille blanche sur laquelle on commence à mettre des couleurs. Là, tout de suite, il y a le contraste entre le blanc et les couleurs qui arrivent. Mais si déjà tout est rempli de couleurs et qu'après on retouche simplement pendant des années, des années, des années, le contraste est moins flagrant et pourtant il n'y a pas de retour en arrière, il y a juste une avancée. Donc la première étape, c'est commencer. On entend parler de la voix, on lit, on apprend des exercices, on essaie de les faire soi-même, on rencontre un maître, on apprend à quelqu'un, etc. Là, je laisserai complètement ouvert. J'aime bien être autodidacte. J'ai appris plein de choses avec beaucoup de monde ici en Chine. J'ai suivi le centre de recherche en Qigong de Shanghai. Maintenant, ça fait 5 ans que j'habite à Wudangshan, dans le Roubaix. Voilà, j'ai habité dans un temple taoïste, etc. Mais j'aime bien être autodidacte aussi. Donc ça, c'est laissé à chacun et il faut que ce soit du plaisir. Il faut apprendre avec des gens quand on en a envie et il faut apprendre par soi-même quand on en a envie. Donc voilà, c'est vraiment laissé, il n'y a pas de direction là-dessus en fait. Donc la première étape, c'est commencer, la deuxième, c'est continuer. Donc il n'y a pas de fin jusqu'où on peut aller dans le bien-être en fait. Et voilà, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.